Nous sommes les 18 salariés, travailleurs du 57. De grands yeux noirs comme un miroir, pour refléter des lendemains que prolongerait sans histoire de beaux enfants sur ton chemin. On a commencé à gréver dans le mois de mars. Parce que depuis plusieurs mois déjà, on n'était pas payé. Et quand on voulait se rebeller un peu ou se révolter, comme on le dit, on nous disait, bon voilà, on va appeler la police pour trancher l'affaire ou on va vous faire appeler. Vous êtes sans papier et c'est vous qui faites la tête. Donc on est obligé de se ranger. Étant sans papier, on n'avait pas grand moyen. Et comme par hasard, ils se sont entendus, les patrons mafieux du château d'eau se sont entendus pour changer le gérant, pour pouvoir se débarrasser de nous. On a fait appel à la CGT, qui est venue à notre secours et qui a imposé au patron, au nouveau patron qui devait relayer le dernier qui devait partir sous la complicité des autres. Il a accepté, sous la contrainte, de nous donner le CFA, un contrat, des bulletins, des salaires rétroactifs. On était contents parce qu'on se voyait sortir du noir. On croyait qu'on avait échappé des griffes des patrons mafieux. On a repris le 10 juin, on a grévé en mai, on a repris le 10 juin. Juste à la fin du mois de juin déjà, les mêmes scénarios répètent. Être déclaré et être payé au SMIC, ils ne veulent pas ça à Château d'eau. Une chose qui ne les arrange pas. La loi, ce n'est pas leur affaire. Le patron étant corrompu, veut à nouveau se débarrasser de nous. On n'était pas payé. Le 22 à 18h30, il vient nous tendre la fiche. Comme quoi on devait partir de là, que le salon est en faillite, qu'on a une liquidation judiciaire. C'est scandaleux. On dit on ne part pas. Et notre salaire. Pourquoi on n'a pas été averti? Patron, tu ne connais pas notre adresse? Il dit, mais de toutes les façons, si ça ne marche pas, vous devez partir de là. On dit, mais nous, on est parti là-bas. Donc voilà, comme d'habitude, je vais faire appel à la police. On dit, ok, cette fois-ci, on va assumer. C'est comme ça, de nouveau, on fait appel à la CGT. Et maintenant, nous, étant fâchés du comportement des patrons mafieux, parce qu'ils nous ont manipulés, on a été maltraités. Et tout ça pour ne pas être payé. Cette fois-ci, on ne voulait pas, on n'a qu'à supporter et on a posé plainte. On a porté plainte au nom des patrons mafieux de Château d'eau, du boulevard de Strasbourg. Donc pour cela, messieurs, dames, le fait qu'on ait porté plainte, c'est un gros risque. Je vous demande ici tous de porter haut notre parole pour le risque qu'on a pris. De beaux enfants sur ton chemin. T'en rêves parfois sans trop y croire. T'en rêves parfois. En effet, comme l'a dit Fatou, on est sur une problématique qui dépasse juste la question de la régularisation des sans-papiers, puisqu'on est vraiment sur une problématique qui touche la traite des êtres humains, comme en effet on l'a stipulé, comme on l'a précisé dans la presse. On a porté plainte ensemble sur un phénomène de traite des êtres humains, c'est-à-dire le recrutement qui est en effet en cours à Château d'eau, le recrutement organisé, en bande organisée d'ailleurs, de personnes en situation de vulnérabilité à des fins d'exploitation. C'est le cadre de l'article de loi. Et le cadre de la loi, en fin de compte, qui a été reprise suite à une directive européenne le 5 août 2013.
et qui précise bien qu'on est dans ce cadre avec des promesses de rémunération, comme vous l'a précisé Fatou, c'est-à-dire des patrons qui promettent une rémunération, qui trompent des salariés en leur promettant qu'ils vont les aider, qu'ils vont les rémunérer, mais ils ne le font pas. Et en effet, dans des conditions de travail qui sont contraires à la dignité humaine. Et donc nous avons porté cette plainte, les salariés ont porté plainte individuellement, et un rapport de l'inspection du travail a été envoyé au parquet. On a reçu une lettre de l'inspection du travail qui est très importante et qui précise un certain nombre d'infractions qui sont très importantes. Je crois qu'il y en a 13 ou 14 qui ont été mentionnées dans cette lettre. Cette lettre, elle date du 9 octobre 2014. Par ailleurs, j'ai indiqué au parquet de Paris, dans le cadre de mon obligation prévue par l'article 40 du Code de procédure pénale, que les éléments de constat relevés dans le procès-verbal pourraient permettre de caractériser le délit de traite des êtres humains prévu et réprimé par l'article 225-4-1 du Code pénal. C'est-à-dire que même l'inspection du travail, qui est une administration qui quand même est sérieuse, précise que ce que nous disons, ce que nous portons depuis plusieurs mois est réel, est avéré. Les conditions de travail, déjà, on n'avait pas d'heure fixe. À partir de 8h30, 9h, le salon était déjà ouvert. Parfois même, si tu retardes jusqu'à 10h, le patron il t'appelle, tu es où depuis le matin? Là, il est 10h, tu ne viens pas travailler. On vient travailler de 9h jusqu'à 23h, parfois plus que ça même. On n'avait pas d'heure fixe. Et après, à chaque fin du mois qu'on on réclame de l'argent parce qu'il y a nos collègues parmi nous qui ont des problèmes de logement, qui perdent leur colocation, qui ne viennent qu'à Château d'Eau pour travailler, pour avoir un peu d'argent pour payer leur maison et puis envoyer un peu d'argent à leurs parents au pays. Et le patron, il s'est dit, comme on n'a pas de papier, on n'a pas des autorisations de travail, ils vont profiter de nous et nous faire croire qu'on ne peut aller nulle part, on n'a pas où aller se plaindre, on n'a pas de droit ni de devoir. Et comme ça, déjà moi je remercierai tous mes collègues parce qu'à chaque fois le patron il essaie de nous mélanger entre nous-mêmes. Quand toi tu réclames un peu, il t'appelle à côté, il te dit bah tiens ton argent, tu as un peu, je te paye le reste. Dis aux autres ne dis pas aux autres que je t'ai donné un peu d'argent. Toi comme ça tu te dis que ouais moi j'ai un peu d'argent, je ne pense qu'à moi seul, moi je vais venir travailler. Et si toi tu viens travailler, les autres ils ne travaillent pas, le patron il s'en fout quoi, il se dit qu'au moins il y a 2 ou 3 personnes qui travaillent. Si toi tu ne travailles pas, ce n'est pas son problème. Et il était un jour, moi franchement je me suis disputée vraiment avec lui, j'ai passé toute la nuit le jour à pleurer, à penser à mes problèmes, à mes parents. J'étais dans les situations difficiles le jour là, ma maman elle était malade. Je l'ai appelé, j'ai besoin d'argent, il me dit ben, j'ai pas d'argent pour toi, il faut faire ce que je veux. J'ai dit moi tu vas me donner mon argent. Le lendemain, je suis venue, j'ai passé toute la journée au salon, il y avait des clients, je dis je ne travaille pas. 2 jours après, j'ai appelé les autres, Tanti Fatou et les autres, je les ai dit que, attends, il faut qu'on arrête de travailler. Il nous a dit, non, attends, je vais vous payer le 15, attendez le 20. Je dis, mais attends, on a attendu jusqu'au 15, et le 15 au 20, c'est 5 jours. Ce qui n'a pas pu être réglé le 15, ça ne peut pas être réglé le 20. Je dis, il faut qu'on arrête de travailler. On s'est mis d'accord entre nous. Le jour même, on a arrêté de travailler. Le lendemain, les clients, ils sont venus, on les a dit que partez, on ne travaille pas aujourd'hui. Le patron, il est venu, mais pourquoi vous ne travaillez pas? À cause de l'argent, vous ne voulez pas travailler. J'ai dit, oui, on ne veut pas travailler, on veut notre argent. Soit notre argent ou rien. Donc, il a essayé de régler un peu. On se dit, même si tout n'est pas payé jusqu'au dernier centime, on ne touche à rien, on ne travaille pas. Maintenant, on est prêt aussi à aller où ils ne pensent pas aussi que nous pouvons être... En ce moment, on ne savait même pas qu'on pourrait être déclaré, même sans les papiers, et avoir des fiches de paye et tout pour cotiser, pour avoir une régulation. On était au courant de rien. Et en ce moment, on a fait appel à la CGT, ils sont venus au secours nous expliquer quelques trucs au niveau de notre droit et devoir. Et on a décidé de suivre les trucs tels qu'elles sont. En ce moment, on a décidé de porter plainte contre la traite des êtres humains. You don't even have the feelings of what you're passing through. Leaving your house early in the morning, coming to the work from morning, from 8 o'clock, 9 o'clock to 10 in the night, sometimes 11. Juste pour traduire un petit peu ce que disait Daniel, au début il racontait en fait les conditions de travail dans le salon. Il y a 2 bouches d'aération sur le mur mais qui ne fonctionnent pas, qui sont complètement bidons. Ils travaillent en souterrain, ouais, en sous-sol.
donc avec 2 systèmes d'aération qui ne fonctionnent pas. Il y a 6 postes de travail, donc on peut imaginer 12 personnes à l'intérieur sur une pièce qui est vraiment minuscule. Ils utilisent des produits chimiques extrêmement dangereux, et avec l'eau chaude, du coup, il y a des émanations qui se dégagent. Et après, Daniel aura raconté un petit peu ce qu'Aminata a raconté tout à l'heure, et finissait par dire que qu'on retrouve dans tous les salons, c'est-à-dire qu'il y a une volonté systématique de séparer les employés en fonction des langages. Donc on va mettre quelqu'un qui parle chinois avec quelqu'un qui parle anglais, avec quelqu'un qui parle français, et on va répéter ça à tous les étages du salon de manière à ce que les employés ne puissent pas communiquer entre eux et ne puissent pas se solidariser et partir à la lutte comme ça a été le cas. S'il vous plaît. I was a barber in Africa. I was working in Nigeria before the person that helped us to come to Europe come and talk to us about traveling to Europe to go and work in Europe. So, me myself, because of the... Il est parti d'Afrique au départ en camion. C'était un voyage qui a duré plusieurs semaines. D'abord du Nigeria jusqu'en Libye, camp de réfugiés en Libye. De là, on les emmène sur un bateau, on les emmène sur une plage, on vient les chercher en pleine nuit, ils sont une centaine. Dans ce camp, on les emmène sur une plage où il y a 2 types qui sont en train de gonfler un bateau pneumatique à la bouche, et sur lequel ils vont entasser les 100 personnes. On va les jeter en Méditerranée, ils vont être secourus du côté de Lampedusa, où ils vont être perdus pendant plusieurs jours. La veille de l'arrivée des secours, il y a un appel de détresse qui est lancé à la Marine internationale. Pendant la nuit, 3 des 100 passagers, entre guillemets, disparaissent, sans que Daniel soit capable de dire s'ils sont tombés à l'eau d'inanition ou s'ils ont été poussés à l'eau. Ils se retrouvent donc dans un camp à Lampedusa. De là, un contact, parce qu'au départ, en fait, le voyage a été payé par une Suisse, une femme qui vivait en Suisse, qui a payé 65 000 € pour qu'il puisse venir avec sa femme qui était enceinte de 8 mois. Quand ils ont pris le bateau, donc quand ils sont arrivés à Lampedusa, il a appelé son contact en Suisse. De là, une voiture est venue, sont venus les chercher tous les deux. Et ils les ont emmenés donc en Suisse, où il a été amené devant une femme qui tenait une espèce de tribu dans une espèce de camp qui était plus un camp familial qu'un camp de réfugiés, et où on lui a mis le marché en main directement, c'est-à-dire que lui était censé vendre de la drogue et sa femme, qui était donc enceinte de 8 mois, se prostituer, de manière à pouvoir rembourser les 65 000 € du voyage. Et donc là, il a été menacé directement, et donc il est passé à l'hôtel pour prendre sa copine, et il a été à la gare, et avec le peu d'argent qui lui est resté, le premier billet qu'il pouvait prendre, c'était un billet pour Paris. Et donc il a débarqué ici à Paris sans connaître personne, sans parler la langue, comme vous avez vu, avec sa copine qui était quasiment à même plus un mois d'accoucher. Et en fait, elle est tombée d'épuisement dans la rue. Elle a été emmenée par quelqu'un qui a appelé au portable les secours. Ils se sont retrouvés à l'hôpital. Elle a accouché, et Daniel est reparti 2-3 jours après avec les 20 € qui lui est resté pour lui acheter une crème de soins pour la peau à Château d'Eau. Et c'est là qu'un des rabatteurs l'a branché et lui a dit si tu cherches du travail, va voir tel patron à tel endroit. Et de là, il a été réduit à l'esclavage pendant quasiment 1 an. C'est ce qu'il terminait par dire. Ce qu'on peut dire, nous, du côté du collectif des cinéastes, c'est qu'en effet, on a fait une lettre ouverte qui était adressée au ministre de l'Intérieur, au ministre du Travail et à la ministre de la Justice, à laquelle on n'a eu toujours aucune réponse. C'est une lettre qui a été envoyée, lettre ouverte qui a été envoyée il y a déjà 1 mois, je dirais, un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi. Et c'est assez sidérant que, d'ailleurs, on n'ait eu aucune réponse des 3 ministères. On est assez choqué de ça, parce que c'est la 4e campagne donc, faite par le collectif, et jusqu'à présent, les lettres ouvertes adressées au pouvoir ont toujours eu une réponse, y compris sur Sarkozy. De grands yeux noirs comme un miroir, pour refléter des lendemains que prolongerait sans histoire de beaux enfants sur ton chemin. T'en
rêves parfois sans trop y croire, t'en rêves parfois, seulement voilà. Cet article de loi, le L316-1, qui est un article de loi, un article du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile, prévoit la protection et la régularisation. L'article, il est là, hein, sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public. Une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qui l'accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1, c'est la traite des êtres humains, donc c'est l'article dont on a parlé tout à l'heure, à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du Code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Donc, cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Cette carte, elle est en effet prévue dans le Code de l'entrée du séjour. La vie qui coule dans tes veines, c'est ton capital ou ta peine. Le jackpot ou la roulette russe, le pétrole rouge pour les Crésus, le mise en bouteille au domaine, ou le mauvais fût qu'on expulse. Cuvée spécial test ADN, si t'as pas de veine. De pied pour franchir un ailleurs, ou poser un cœur endeuillé. De tenir debout en vainqueur d'un long cauchemar meurtrier. T'en rêves parfois sans trop y croire, t'en rêves parfois